Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour vos JT du week-end. Voici les titres que nous allons développer ensemble. Le président portugais en visite officielle à Monaco, une grande première pour ce pays qui partage des liens diplomatiques et amicaux avec la principauté. Quelle importance revêt cette visite? Quel était le programme? Le récit de nos envoyés spéciaux et les réactions officielles dans un instant. Alors que mardi 25 novembre marquera comme chaque année la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Monaco s'engage encore et toujours. Le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a présenté sa nouvelle campagne en présence de l'ambassadrice française pour les droits de l'homme, Isabelle Rome, qui sera notre invitée ce soir. Dans ce journal également, nous ouvrirons une séquence sportive. Après l'AS Monaco FC, c'est la Roca Team qui a foulé la piste de la No Finish Line aujourd'hui. Du côté de Fontvieille, nous étions sur place. Et puis nous finirons avec une histoire qui porte l'espoir, celle de Nathan Mesiano, un jeune azuréen qui s'est lancé le défi de participer à la Mini Transat 2027 malgré son handicap. Ce sera le portrait de ce vendredi. L'information de la journée, je vous le disais, c'est donc cette visite officielle du président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, à Monaco. Un témoignage fort des liens d'amitié qui unissent les deux pays, en particulier depuis 2007, date de l'établissement officiel de leurs relations diplomatiques. C'est la toute première fois qu'un président portugais se rend en principauté. Bonsoir Fabien Bonilla, on vous retrouve sur la place du Palais. Vous avez suivi cette visite avec Camille Caloni et Alex Avial. Oui, bonsoir Théo, c'est un moment important pour les deux pays, voire historique. Il s'agit de la première visite officielle d'un président portugais en principauté. Marcelo Rebelo de Sousa est arrivé ce vendredi matin dans la cour d'honneur. Il a été accueilli par le couple princier. À noter que la princesse Charlène était habillée par le couturier Emilia Wickstead aux couleurs du Portugal. Les honneurs militaires ont été rendus aux ordres du colonel Tony Varro, commandant supérieur de la force publique. Après la prise d'armes et les hymnes des deux pays, joués par l'orchestre des carabiniers du Prince, les deux chefs d'État ont passé en revue les troupes, suivies de la présentation des délégations portugaises et monégasques. Le couple princier et le président ont partagé un moment privé dans le salon des familles du palais. Par la suite, les deux chefs d'État ont participé à une rencontre bilatérale. A noter qu'il y a eu des remises de décoration. Le prince a élevé le président de la République portugaise à la dignité de Grand Croix dans l'ordre de Saint-Charles. Et de son côté, Marcelo Rebelo de Sousa a remis le Grand Collier de l'Ordre du Christ au souverain et à la princesse la Grand Croix de l'Ordre du Christ. Une cérémonie suivie, vous le voyez, de la photo officielle dans le Salon des Glaces. À l'issue du déjeuner d'État, le couple princier, le président portugais, Inês Domingos, la secrétaire d'État aux affaires européennes portugaises, et Isabelle Berro Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération, se sont rendus dans le Salon des Glaces pour la signature d'un accord cadre. C'est un accord cadre qui, je crois, concrétise justement l'étroitesse de ces liens et qui permettra dans l'avenir de développer, de renforcer notre collaboration avec le Portugal dans de multiples domaines, l'économie, la culture, le sport, les océans évidemment et l'environnement, puisque c'est vraiment une priorité à la fois du Portugal et de la Principauté et que nous avons beaucoup de choses en commun s'agissant de la protection des océans. Mais c'est un moment particulier de recevoir un chef d'État, en l'occurrence aujourd'hui le président de la République portugaise. Ça permet de réaffirmer les liens étroits qui nous lient avec le Portugal. C'est aussi un message, un symbole pour toute la communauté portugaise qui réside ou travaille à Monaco, et elle est importante et elle contribue beaucoup aussi à l'économie de la Principauté. Pour terminer cette partie institutionnelle en quelque sorte, le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, a signé le registre des chefs d'État en présence du couple princier. Après cette séquence matinale au Palais Princier, s'en sont suivies deux autres, l'une dans les Jardins Saint-Martin, puis au musée océanographique. Exposition photo, inauguration d'un buste et signature d'un protocole d'accord étaient au menu. Émilie Rousseau et Alex Avial. D'un côté, le prince Albert Ier, de l'autre, le roi Carlos Ier, deux monarques unis par la même passion, relatée dans une exposition que le prince Albert II, la princesse Charlène et le président du Portugal ont pu découvrir sur les grilles des Jardins Saint-Martin. Cette visite officielle nous permet de nous rendre compte de cette longue et riche amitié entre la principauté et le Portugal.
Le prince Albert Ier et le roi Dom Carlos de Portugal ont noué une amitié à partir de leur première rencontre en 1879 à Lisbonne. C'était encore l'enfant Carlos de Portugal qui a 16 ans, mais qui a dû être impressionné par la carrière de navigateur et d'océanographe dans laquelle se lançait le prince Albert Ier, puisque quelques années plus tard, en 1896, le roi Dom Carlos de Portugal décide de se lancer lui-même et à peu près dans les mêmes eaux que le prince Albert Ier, c'est-à-dire les eaux portugaises, dans ses campagnes océanographiques, donc une science nouvelle à l'époque, l'océanographie. Intitulé « Souverain océanographe » et présentée jusqu'au 26 février 2026, cette exposition est le prolongement de celle réalisée à Lisbonne dans le cadre des commémorations du centenaire du prince Albert Ier. Notre objet, notre sujet, c'était de mettre en avant les deux souverains, Albert Ier de Monaco et Dom Carlos Ier de Portugal, qui tous les deux étaient des souverains océanographes. On a tenu à mettre aussi les femmes des souverains en avant. Du côté du prince, la princesse Alice. On cite les propos presque lyriques du prince quand il baptise son yacht Princesse Alice. De la même façon, le roi Carlos qui évoque son souhait de baptiser ses différents yachts du prénom de la reine Amélia. Et on rappelle évidemment dans l'exposition que le yacht Amélia figure sur la façade du musée océanographique. Ces illustrations du passé ont été matérialisées ensuite par une scénette jouée par des élèves du lycée Albert Ier relatant les correspondances entre les deux monarques avant le dévoilement du buste de Don Carlos, en témoignage de la relation savante, amicale et presque affective que le trisaïeul du prince Albert II a entretenue avec le Portugal. Après avoir déposé une gerbe devant la statue du prince Albert Ier, le prince souverain et le président du Portugal se sont rendus à quelques pas de là, au musée océanographique, où ils ont été accueillis par Robert Calcagno. Ensemble, ils ont pu découvrir notamment l'exposition Monaco et l'océan, un voyage dans le temps aux côtés de souverains engagés et conscients des grands enjeux de leur époque. Cette visite s'est achevée par la signature d'un protocole d'accord entre l'Académie de la mer de Monaco et l'Atlantic Center. Alors, il s'agit d'un protocole de reconnaissance mutuelle de la qualité de nos formations, de nos actions et de nos enseignements. Et en application de cet accord, nous prévoyons d'une part d'entreprendre de concert des travaux de recherche, des travaux un peu fondamentaux sur la thématique de la géopolitique des mers et océans, plus spécialement l'océan Atlantique, et puis également de participer mutuellement aux événements organisés par l'autre et dans un avenir peut-être à assez bref délai, d'organiser, pourquoi pas, des événements en commun dont l'objet sera toujours le même, connaître et faire connaître ces problématiques de géopolitique maritime. L'hommage rendu aujourd'hui à ces liens noués par l'océanographie reflète un engagement pour le futur dans la droite lignée des règnes du prince Albert Ier et du roi Carlos Ier. Monaco et le Portugal, un destin croisé, tous deux unis pour une meilleure connaissance des mers et des océans. Ce mardi 25 novembre, ce sera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une date instaurée par l'ONU en 1999 qui vise, comme chaque année, à sensibiliser et militer contre ce fléau qui touche encore aujourd'hui près d'une femme sur 3 dans le monde. Monaco prend évidemment très à cœur cet épisode du calendrier. Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a dévoilé hier sa nouvelle campagne pour le 25 novembre en mettant l'accent cette année sur la notion de contrôle coercitif. Dans un instant, vous entendrez sur cette notion précise notre invitée du jour, Isabelle Rome, ambassadrice pour les droits de l'homme et ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes en France. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Céline Cotalorda sur les enjeux de cette campagne à Monaco. La déléguée interministérielle pour les droits des femmes est au micro d'Émilie Rousseau. Le slogan de la campagne, c'est « L'enfermer, ce n'est pas l'aimer », parce que nous parlons cette année du contrôle coercitif.
Et ça nous semblait important qu'il y ait une prise de conscience de la part du public par rapport à ce sujet qui n'est pas toujours bien connu, mais aussi bien des victimes que de la part des auteurs qui pourraient faire mettre en place ce type de stratégie. C'est un fléau qui touche pas que Monaco, mais qui touche aussi Monaco, puisque les violences conjugales touchent tous les milieux, tous les pays, toutes les générations. Donc chaque année, c'est important que la principauté s'associe à cette journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et donc nous faisons des campagnes de sensibilisation pour toucher un large public, pas uniquement les victimes ou des personnes déjà sensibilisées, mais le plus de monde possible. Et je vous le disais, une grande figure de la lutte contre les violences intrafamiliales était présente à Monaco. Il s'agit d'Isabelle Rome, ambassadrice française pour les droits de l'homme et ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle était reçue par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes au lycée Régnier III hier pour échanger sur les enjeux et défis que porte cette thématique. À cette occasion, elle nous a accordé une entrevue menée par Fabien Bonilla. Isabelle Rome, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donné donc une conférence à l'auditorium du lycée Régnier III. Quel message vous vouliez faire passer tout simplement ? Alors le message que je voulais faire passer, c'est que le sujet des violences faites aux femmes et notamment des violences commises au sein du couple n'est pas seulement un sujet qui concerne les femmes, ni même qui concerne les féministes. Ouais. C'est un sujet de société qui nous concerne toutes et tous. C'est le premier message. Et puis ensuite, c'est de montrer, d'expliquer quels sont ces mécanismes de ces violences pour permettre à des professionnels, qu'ils soient dans le domaine de la justice, du soin, mais aussi des voisins, des parents, des amis, à décoder certaines choses dont ils peuvent témoigner dans leur entourage, c'est-à-dire s'ils voient le changement de comportement de leur sœur, qui devient triste, qui n'ose plus sortir. Il y a plein de signaux qui peuvent montrer qu'une personne subit des violences et est en danger. Il me semble qu'il est important de transmettre tout cela pour éviter justement le pire, pour éviter le danger, pour protéger mieux les victimes. Le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Que représente pour vous cette journée ? C'est une journée importante, j'imagine ? Alors c'est une journée importante. Je serai en Ukraine d'ailleurs ce jour-là. Vous le savez, pendant les guerres, le viol est utilisé comme une arme de guerre, donc c'est important de lutter contre ce phénomène. Alors cette journée, elle est importante parce que justement, elle met vraiment la lumière sur ce sujet des violences faites aux femmes. Parfois, on a tendance à dire oui, mais c'est un jour par an, oui, mais c'est gadget, mais c'est faux, parce qu'en fait, cela permet de parler de ces sujets, de sensibiliser, et puis aussi, cela incite les pouvoirs publics à montrer qu'ils ont des résultats et qu'ils progressent, puisqu'en général, c'est aussi le jour où l'on fait des bilans. Et je peux vous en parler très bien, justement, ayant été ministre en charge de l'égalité femmes-hommes donc en France, ayant porté ces politiques publiques, ces journées ont un effet, j'allais dire, stimulant pour l'ensemble des acteurs publics et d'ailleurs pas seulement publics, aussi pour des associations et même pour des entreprises, des secteurs privés qui s'investissent dans ce domaine. Alors cette année, le Comité des droits des femmes en Principauté aborde la question du contrôle coercitif. Vous avez été ministre, mais également magistrate. Qu'est-ce que le contrôle coercitif en justice ? Alors c'est une notion que je pousse beaucoup et que j'aimerais voir définir dans la loi. En fait, le contrôle coercitif, c'est dans le cadre du couple notamment, mais ça peut exister ailleurs que dans le couple, mais là, on parle de ce qui se passe au sein du couple. Bien sûr. C'est un cumul de comportements, d'attitudes, de propos qui consistent pour un conjoint violent à placer l'autre sous son contrôle, sous sa domination, en la dénigrant, en l'humiliant, en la surveillant, en étant aussi extrêmement jaloux. Ça, c'est une constante. Et en fait, on se rend compte que vous avez comme ça une dizaine de comportements. Vous avez aussi les menaces, la géolocalisation, le harcèlement, qu'on va retrouver dans de nombreux cas de violence conjugale, et en tout cas, dans ce qui va être éventuellement un féminicide.
moi j'ai présidé des cours d'assises, c'est-à-dire j'ai jugé de nombreux féminicides, et je me disais, parce que je ne connaissais pas ce mot, je me disais à l'époque, mais c'est curieux, c'est toujours le même scénario, Oui. Ces féminicides. C'est comme s'il y avait, vous voyez, un comportement de fabrique du féminicide. Et je tiens à dire que cela relève justement d'une violence invisible. C'est ça. C'est-à-dire c'est que pas moi, physique, j'ai jugé c'est pas physique, mais c'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus fourbe finalement. Tout à fait, et très destructeur. Oui. Et moi, j'ai jugé des féminicides qui n'avaient pas été précédés de violences physiques, mais de mois ou d'années de dénigrement, d'humiliation, de menaces, de jalousie, et donc de ce contrôle coercitif. Et donc ce contrôle coercitif, il peut amener au féminicide, mais aussi il peut amener les victimes à se suicider. Toujours est-il qu'il est extrêmement destructeur et que justement lorsque les personnes sont sous le coup d'un contrôle coercitif, elles sont en danger. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que ce contrôle, quand il est exercé par un conjoint violent, il est exercé sur l'ensemble de la famille et pas seulement sur sa conjointe. C'est-à-dire que les enfants sont aussi victimes de ce comportement parce que c'est un climat de terreur qui est exercé sur l'ensemble de la famille. Est-ce que ça peut être condamnable au niveau de la justice? Parce qu'un homme violent, c'est facile à voir, pas toujours d'ailleurs, mais on condamne ces actes-là, mais comme ça, ces actes coercitifs, est-ce qu'on peut les condamner? C'est pour ça que je pense qu'il faut les définir dans la loi. Ouais. Si vous voulez, on a des chercheurs, tout ça, qui peuvent nous aider à donner justement une définition en reprenant. Vous voyez, je vous ai cité quelques exemples, mais on pourrait reprendre un certain nombre de comportements. Parce que si on définissait dans la loi, cela permettrait aux juges de s'appuyer sur un texte pour mieux protéger et protéger plus tôt les victimes. Je le rappelle, la semaine prochaine, le 25 novembre, nous célébrerons la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Isabelle Rome, merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Il était déjà chevalier de la Légion d'honneur depuis 2017. Le chef étoilé Marcel Ravin vient d'ajouter une nouvelle distinction à son palmarès. Celui qui est aux commandes des deux institutions monégasques du Blue Bay et de l'Elsa s'est vu remettre hier l'ordre du mérite agricole par l'ambassadeur de France à Monaco, Jean Dossonville, en présence du prince Albert II. Une marque de reconnaissance pour l'amour du produit et le respect du travail du producteur que porte Marcel Ravin, également figure de la cuisine française sur le territoire monégasque. Écoutez sa réaction émue hier au micro d'Alban Gingembre. Quand on comprend la signification et le sens de cette distinction, ça fait écho avec ce que je fais. Et c'est formidable. Elle nous oblige à une responsabilité, même si pour moi cette responsabilité, elle a toujours demeuré, mais encore plus. Et elle me fait prendre conscience que ce que nous faisons est important et que nous sommes tenus de respecter nos engagements. Et après, maintenant, il faut transmettre cela encore et encore plus. Et tout à ceux qui viennent. En football, Monaco affrontera demain le Stade Rennais pour la 13e journée de Ligue 1. Alors la grande question qui demeure sans réponse, c'est quand l'international Paul Pogba, arrivé l'été dernier au Club du Rocher, reprendra-t-il du service aux côtés de ses nouveaux collègues? En conférence de presse ce matin, l'entraîneur Sébastien Pocognoli est resté évasif sur le sujet, mais s'est montré optimiste. Je vous propose de l'écouter. Il a fait une série d'entraînements, il y a eu des retours positif et qu'on a pu le tester et qu'il a pu se tester dans des conditions réelles de match parce qu'on a eu un peu plus de temps pendant cette trêve pour parcourir différentes formes de match ou différents aspects tactiques et voilà, il y a participé, donc ça c'est de bons signaux. Il y a encore une séance aujourd'hui et on doit faire l'état du groupe après cette séance, donc c'est le même cas pour tout le monde. Voilà, coup d'envoi donc demain, samedi à 19h à Rennes. La No Finish Line se poursuit entre la digue de Fontvieille et le chapiteau. Cet après-midi, le circuit a eu la visite de certains joueurs de la Roca Team venus apporter leur soutien en faveur des enfants malades ou défavorisés. Cela leur tenait à cœur, d'autant qu'un des membres de l'équipe, Alpha Diallo, est l'ambassadeur de cette édition 2025. Alexandra Pani et Jean-Alexandre Dordet étaient présents. It's incredible being out here with the team. I took the reins as ambassador behind Yakuba Ouattara and Donatas Monteunis, so I'm excited to be here with the guys, and we're going to walk some kilometers and raise awareness for this incredible event.
some of the kids walking around, they probably haven't seen us this up and close and personal. So it's a great feeling to be around them, walk the laps with them and, just be around the kids and, enjoy this time. Personnellement, ça fait 4 ans que je suis ici. On y participe avec l'équipe à chaque fois, c'est toujours un plaisir. D'être avec les Monégasques, tout le monde. Y a des gens qui courent, qui marchent, des anciens, des enfants, des chiens. Donc c'est toujours bien de participer à ce genre d'œuvre et voilà, de le faire ici à Monaco. On est très contents et d'être toujours là avec le groupe et de représenter Monaco de la meilleure des manières sur ce genre d'événement. On vient de finir l'entraînement, on est venu ici puisque pour nous c'est important de supporter ce genre d'œuvre, de montrer aux gens qu'on les supporte, même des sportifs professionnels comme nous, qu'on peut prendre le temps pour marcher quelques kilomètres ou courir quelques kilomètres avec eux. On sait que pour eux c'est quelque chose de très important, donc nous on est là pour supporter et montrer que la Roca Team est là derrière cet événement et pouvoir aider le maximum. Allez, une belle histoire inspirante pour conclure ce JT, celle de Nathan Mesiano, un jeune Azuréen qui s'est fixé le défi de participer à la Mini Transat 2027, et ce, malgré son handicap. Pour y parvenir, il recherche aujourd'hui des sponsors. C'est le portrait du jour et il est signé Alexandra Pagny et Julien Logier. À tout juste 19 ans, il est un véritable exemple de résilience et de dépassement de soi. Nathan Mesiano, comme tout Azuréen, se laisse séduire par la Méditerranée dès sa plus tendre enfance et débute la voile à seulement 6 ans au club nautique de Beaulieu-sur-Mer. Mais à 15 ans, sa vie bascule. À la suite d'un moment de désespoir, il est percuté par un train et sera amputé d'un bras. Mais sur son lit d'hôpital, il décide de se battre et de se relever. Aujourd'hui, il est prêt à affronter un nouveau défi, participer en 2027 à la Mini Transat, une traversée de l'Atlantique en solitaire sur un bateau de seulement 6,50 mètres sans assistance. Il y a une phrase qu'on m'a dit qui m'a fait switcher dès le premier jour. C'est ma première phrase que j'ai dit en me réveillant, c'était à ma maman. Et je lui ai dit « Maman, la voile c'est fini ». Elle m'a dit « Non, ça sera jamais fini ». Et en fait, de là, moi, je me suis rendormi dans mon lit d'hôpital et j'ai dit bon, bah, si la voile c'est pas fini, tout va bien. Et du coup, de là, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de reprendre la voile. Je suis resté à l'hôpital 1 mois et après, je suis sorti, j'ai commencé la rééducation et j'ai repris la navigation du coup 3 mois après l'accident. Donc finalement, ça a été assez vite. Quand on pense que j'aurais pu y rester, quand on se dit qu'au bout de 3 mois, je suis opérationnel, c'est assez fou. Et ouais, non, c'est sûr que c'est cool. Et c'est là aussi la voile qui m'a permis de me dépasser physiquement et de reprendre la rééducation et de sortir de l'hôpital aussi vite. On part des Sables d'Olonne, on va jusqu'aux Canaries. Ensuite, on fait escale aux Canaries pendant 2 semaines, après on fait Canaries-Guadeloupe. Et du coup, voilà, c'est un tout petit bateau, c'est une aventure. Au bord, il n'y a aucun confort. On n'a pas de lit, pas de cuisine, pas de douche, pas de toilette. Et du coup, voilà, c'est un peu spartiate. Et c'est ce qui fait la beauté de cette course, en fait. C'est c'est un peu une navigation à l'ancienne. On n'a pas de carte météo, on n'a pas tout ça. On n'a aucune assistance avec la terre, aucune communication. On n'a rien de tout ça. Et c'est ce qui fait le charme de cette course. Déjà, il faut finir de financer le bateau parce qu'aujourd'hui, j'ai même pas les fonds nécessaires pour acheter mon bateau. Donc voilà, j'ai déjà je sais que c'est lui que je veux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, il manque des sous pour acheter le bateau. Et aussi tout ce qui est fonctionnement, c'est-à-dire voilà, la place de port, le grutage, quand il y a une casse, il faut réparer. Voilà, quand on part des jours en mer, il faut quand même acheter à manger. Et tout ça, en fait, ça rentre dans le cadre du projet. C'est ce qui fait que la somme, elle monte beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, sur un projet à 120 000 € sur 2 ans. 120 000 €, une somme conséquente. Le Yacht Club de Monaco et la Fondation Flojac ont rejoint cette aventure en apportant un soutien financier à Nathan. Mais la recherche de fonds, de sponsors et de mécènes se poursuit. Pour l'aider sur ce volet, Benjamin Mondou, il a été tout de suite séduit par ce défi, mais surtout par la force de Nathan. Je ne connaissais pas Nathan il y a encore 2 mois et donc ce qui m'a touché bien sûr c'est son parcours de vie, son accident, mais au-delà de ça c'est surtout ses valeurs. C'est-à-dire que ce qu'il dégage, il a un côté solaire, il est engagé, motivé, déterminé et moi en tant que chef d'entreprise ça me touche, quoi. Voilà. Je rêverais d'avoir que des collaborateurs comme ça, aussi déterminés et qui ont envie de réussir. Ma partie ça a été d'abord de solliciter les médias, d'organiser cette vente aux enchères qui aura lieu le 9 décembre ici au Casino de Beaulieu. Et puis également de l'aider justement pour la suite, avec les sponsors, avec des grosses marques qui vont venir le solliciter et de faire les bons choix. Dans cette aventure, Nathan peut également compter sur l'appui de sa famille et notamment son oncle, Patrick Mesiano, bien connu en principauté pour ses pâtisseries. Depuis son accident, c'est quelqu'un qui a vraiment changé de tout au tout, je dirais. Et là, il s'est mis donc ce projet dans la tête et il va le faire à fond. Rien ne pourra l'arrêter. Donc c'est sûr qu'on est stressé. La grand-mère est stressée, la maman est stressée, on est tous stressés. Mais on va le soutenir à fond parce que c'est ce qu'il veut faire et on sait qu'il va réussir.
Si vous aussi vous souhaitez contribuer à cette belle aventure, une vente aux enchères aura lieu le 9 décembre au casino de Beaulieu-sur-Mer avec 20 lots prestigieux, mais aussi une cagnotte en ligne sur le site internet letchi.com. Il compte sur vous pour réaliser son rêve. Super projet, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouverez Alban Gingembre pour vos prévisions météo. Juste après, je vous retrouve pour un nouvel après-JT consacré ce vendredi aux métamorphoses de Vintimille. Pour patienter, un petit retour en images de la visite du président portugais en principauté aujourd'hui. Les photos sont signées Emmanuel Vitali et Stéphane Dana. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite pour l'après-JT. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, du beau temps à Monaco. Les quelques nuages du début de journée se dégageront rapidement pour laisser place à un grand ciel bleu l'après-midi. Même chose pour le vent. L'air frais du matin tombera en deuxième partie de journée. Les températures seront comprises entre 6 et 13 degrés. Profitez de votre samedi car le dimanche risque d'être un peu plus gris. Et puis le 22 novembre, n'oubliez pas de souhaiter la bonne fête aux Céciles. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.